Salam alaikum, Azul, bonsoir. Publiquement, à des fins de consommation domestique, pour faire vibrer dans les chaumières, les Ouyahia et autres roulent. Pour eux, la France doit être la cible désignée ces jours-ci. Et elle est attaquée avec une rare énergie, avec une hargne indescriptible, et force effet de manche qui se veulent du panache et de la fougue. Ouyahia se livre à une autre de ces pirouettes verbales où il donne une leçon de maintien, s'il vous plaît, à Valls, lui apprenant ce qu'indélicatesse veut dire, lui reprochant d'avoir publié la photo de Bouteflika sur son compte Twitter. Et roule, enfourche son grand mulet pour refuser catégoriquement les excuses de Valls. Excuses qui, soit dites en passant, comme nous l'avons déjà dit hier, n'ont jamais été présentées. Mais il faut bien faire croire au petit peuple que la France reste l'ennemi et qu'on ne lui passe rien quand il est question de l'honneur national. Yo, top top. Regardez. كان واحد المثل كنا نقولوه Nous ne voyons que destruction, c'est la Syrie, rayée de la carte comme pays, en vérité, déstabilisation. كان واحد المثل كنا نقولوه بعد خراب البصرة كنا ننتظر إذا صح هذا الكلام باش فالس يقدم الاعتذار تاعو مباشرة بعد خروج الصورة مباشرة بعدما صنعت تلك الصورة تلك الضجة وتداولتها وسائل العالم. كنا فعلا يمكن أننا نتغاضى شيئا ما عن ما حدث إذا كان رده سريعا. أما بعد خراب البصرة وبعد كل التهويل والتشويش والإساءة والحملة الشرسة التي ركزت على رئيس الجمهورية فإننا نقول لفالس كلام تاعو والاعتذار تاعو بالنسبة لنا اليوم بالنسبة لي كرئيس حزب لا حدث. Et dans le même temps où la France est traitée de tous les noms d'oiseaux par ceux qui en font un grassouillet fonds de commerce, et même avant, puisque ça s'est passé le 10 avril, un accord pour le moins discret, puisqu'il a été signé en catimini entre les ministères de la justice française et algérienne. Il a été signé à Alger, prévoit de revoir la convention judiciaire bilatérale du 28 août 1962, juste après l'indépendance. L'accord a été signé des ministres de la justice des deux pays. Selon le journal Le Figaro qui a éventé l'affaire, je cite le journal, un petit extrait de l'article. Alger avait mis une forte pression durant de longs mois pour obtenir des arrangements qui garantissent une quasi-impunité à ses dirigeants en France. Sachant que la quasi-totalité des responsables algériens, depuis les plus gros barons jusqu'aux commis périphériques, ont investi le fruit de leur rapine en France, qui semble être devenue la plaque tournante d'opérations pas très nettes, dont on parlera bien un jour. On se demande ce qui fait courir les uns et les autres. La panique est-elle en train de prendre ses quartiers au plus haut sommet des deux États? Écoutez. Nous ne voyons que destruction, c'est la Syrie, rayée de la carte comme pays, en vérité, déstabilisation de la Libye, cette Tunisie qui est si proche de nous,
780 km de distance entre Tunis et Nice, qui est dans une situation qui devrait nécessiter un effort sans précédent de notre part, parce que la sécurité en Tunisie, c'est la sécurité en France. Et je ne dirai rien de nos amis algériens, parce que je sais que le sujet est sensible, mais c'est un sujet, et j'opposerai un démenti formel à tous ceux qui viendraient me dire qu'il n'y a pas de question qui se pose. Surtout avec l'effondrement du prix des matières premières et la dépendance de ce grand pays aux énergies fossiles. Alors, pour simplifier les choses, nous sommes, nous, en Europe, confrontés à la menace de ce que j'appellerais un étranglement stratégique. Un étranglement stratégique. Ça commence à bouger de l'autre côté. On commence à évaluer à sa juste valeur des bouleversements imminents qui pourraient se produire. Et la première des choses qu'on fait, c'est de mettre à l'abri ceux qui ont amené ce pays là où il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire au bord du gouffre. Avec nous aujourd'hui pour en parler, par ordre alphabétique, Saleh Debbouz, avocat et président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Sami Dziri, documentaliste. Houssine Djigel, anthropologue et analyste politique. Et Abdou Sammar, journaliste. Mais nous allons commencer par les titres d'aujourd'hui. Algérie Focus. Justice, une convention garantit l'impunité aux dirigeants algériens en France. Par Messi N. TSA. Poursuite judiciaire, les dirigeants algériens s'assurent une meilleure protection en France. Par Samir Alem. Le Figaro. Les dirigeants algériens mieux protégés en France. Par Thierry Oberlé. Et nous allons commencer par Abdou Sammar, journaliste, qui nous a demandé de ne pas le garder trop longtemps. Il a beaucoup à faire. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, mon ami Jamel. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Malheureusement, je ne pourrai pas rester longtemps, mais comme vous le savez, mon amitié pour vous et mon respect est toujours plus éternel. Merci infiniment, Abdou, de ces réciproques. Dites-moi, Abdou Sammar, cette histoire comme on l'a dit dans notre titre, il faut sauver, non pas le soldat Ryan, je ne sais pas comment on dit, mais il faut sauver Ali Baba et la compagnie, pour ne pas être trop méchant. Oui, il faut savoir que jamais cette convention s'inscrit dans un contexte politique très déterminant, très particulier. C'est un contexte marqué par la succession par une succession, donc par une lutte de succession. Il y a un clan qui est au pouvoir, qui sait très bien qu'à la mort d'Abdelaziz Bouteflika, il doit lâcher du lest, il doit lâcher du pouvoir, il doit composer avec d'autres acteurs, avec d'autres composants du régime algérien, afin qu'il puisse pour que le régime puisse se maintenir, il y aura une renégociation des cartes, les rapports de force vont être modifiés, et certainement il y aura des départs du régime après la mort de Bouteflika. Or, après le départ, lorsqu'on quitte le pouvoir, on peut abandonner son immunité politique, on peut peut-être abandonner son passeport diplomatique, et quand on voyage à l'étranger, vous savez très bien la hantise du dirigeant algérien, c'est est-ce qu'il peut voyager à l'étranger sans être inquiété depuis les épisodes de Nassar, etc. Et vous vous rappelez très bien de ce qui s'est passé avec Nassar en France et en Suisse, etc. Donc, les dirigeants algériens sont en train de négocier des accords internationaux avec leurs partenaires occidentaux, notamment la France, qui est la plaque tournante de leurs affaires et de leur business et de leurs déplacements, pour qu'il y ait la moindre inquiétude judiciaire possible. Et on se rappelle très bien qu'en ce moment, beaucoup d'associations algériennes essaient d'activer en France pour déposer plainte, pour harceler les dirigeants algériens. Et cela empêche malheureusement, ou heureusement pour les démocrates, mais malheureusement pour eux, pour les gens et pour les dictateurs, ça empêche certaines personnes au haut de la pyramide à Alger de dormir. Est-ce que le Figaro nous apprend que cela fait des mois maintenant que le régime algérien
fait le pressing sur les politiciens français pour obtenir un tel accord, pour arriver à une révision de cette loi, de cette convention bilatérale et pouvoir changer des choses essentielles, comme par exemple, en cas de plainte contre un baron du régime en France par un autre Algérien, de prévenir celui qui est l'objet de la plainte, celui qui a été accusé de crimes, par exemple, contre l'humanité, ou qui a été accusé d'avoir détourné de l'argent et de l'avoir placé en France. C'est-à-dire certaines dispositions, parmi de nombreuses autres qui sont en préparation, prévoient de prévenir le monsieur le concerné, non seulement pour qu'il ne vienne pas en France, mais en plus pour qu'il se prépare, peut-être même pour qu'il fasse pression sur ceux qui ont déposé plainte, etc., etc. Effectivement, Jamal, la convention prévoit, le mot est utilisé, d'alerter les autorités algériennes lorsque des hauts responsables sont poursuivis ou cités dans des affaires judiciaires. Maintenant, les mécanismes ne sont pas déterminés, ne sont pas bien définis, ou ils demeurent encore secrets et clandestins. Donc il faut savoir que cette convention a été négociée dans le secret le plus total, dans la discrétion le plus totale, et jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment du mal à trouver des explications, à trouver un déchiffrage et un décryptage profond de ce qui a été dit, de ce qui a été décidé. On sait qu'il y aura une alerte, c'est-à-dire les autorités judiciaires françaises vont alerter les autorités judiciaires algériennes. Les alerter pour, est-ce qu'il y aura un échange d'informations, est-ce que etc. Ceci dit, ce que nous savons, c'est qu'à partir du moment où, dès qu'il y a une action de justice en France, si les gens d'Alger ici seront alertés, ça leur donnera naturellement le temps de préparer leur protection, ou leur fuite, ou quoi que l'on pense, ou de négocier des manœuvres, etc. Donc voilà ce que l'on sait. Mais maintenant, pour être tout à fait clair, juridiquement, on a encore du mal à comprendre comment cette convention sera mise en place. Ni les autorités françaises, ni les autorités algériennes n'ont dévoilé le contenu, et très peu de sources, franchement, très peu de sources savent de quoi il s'agit. Cela démontre quoi? Cela démontre qu'entre Alger et Paris, il y a un véritable bras de fer qui se fait. On le voit très bien depuis l'affaire de la photo de Manuel Valls, qui a suscité tout ce qu'on... On sait tous que cette photo-là n'a été qu'un prétexte pour que les dirigeants algériens, fassent de véritables pressions sur la France. D'ailleurs, on se demande après cette information de convention, etc., on se demande même si certains conseillers à Mouradia n'avaient pas exhibé exprès Bouteflika pour piéger les Français afin de déclencher une polémique pour des buts inavoués. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, le régime algérien, il sait très bien qu'il y a une succession qui se joue. Il y a des dirigeants qui sont en fin de vie. Qui dit dirigeants fin de vie à Alger, dit peut-être retraite à Paris. Ils cherchent des parachutes dorés. Il ne peut pas y avoir des parachutes dorés si une puissance comme la France ne leur garantit pas une protection et une immunité. Abdou Sammar, même si on sort un peu du sujet, mais on va y revenir. Manuel Valls, qu'est-ce qu'il a publié sur son compte Twitter? Il a publié une photo officielle d'une rencontre officielle. Il n'a pas photoshopé, il n'a pas trafiqué la photo. Il a juste montré Bouteflika tel qu'il est vraiment. Pourquoi ce serait un crime ou une indélicatesse comme le prétend Yahya? Il a montré la photo du chef de l'État tel qu'il est. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse? Qu'il arrange la photo? Qu'il le montre en train de sautiller comme un cabri? Non, mais justement, là, en fait, le problème, Jamal, c'est que la plupart des médias, ils ont été piégés par cet aspect. La plupart des médias, ils ont cru que le problème était la photo. Or, c'était pas le problème de la photo. On sait tous qu'il y avait un photographe de l'AFP qui a été agréé. Nous l'avons écrit sur Algérie Focus. Nous avons expliqué ce qui s'est passé. Ce sont les autorités algériennes qui avaient autorisé, qui avaient accrédité un caméraman de France Télévisions et il y a un photographe de l'AFP dont on connaît le nom, on a donné son nom, il est rentré à l'intérieur de la salle, il a pris des photos. Donc les autorités algériennes savaient que les photos allaient sortir du côté français. Tout le monde le sait. Bon, moi, le piège, la véritable manœuvre, c'est qu'il y a des dirigeants, il y a des cercles à Alger, des cercles occultes au sein du pouvoir qui ont utilisé la maladie de Bouteflika pour mettre la France dans une situation délicate par rapport à l'opinion publique. Ils ont utilisé la maladie de Bouteflika. Parce que l'état actuel de M. Bouteflika, on le voit très bien, raisonnablement, rationnellement, il n'était pas capable d'accueillir Manuel Valls.
Il n'était même pas capable de parler. Donc pourquoi l'avoir exhibé? Parce qu'on a absolument voulu utiliser une carte contre la France. D'ailleurs, quelques jours après, Bouteflika ne sera pas en France, il va en Suisse, etc. Il y a une véritable carte qu'on essaie d'utiliser contre la France pour quelques dossiers que les dirigeants algériens reprochent aux Français. On a le dossier du Marocain, parce que ici à Alger, on n'apprécie pas que la gauche favorise le Maroc, alors qu'à Alger, il faut comprendre qu'à Alger, à Al-Mouradia, on se dit que les socialistes sont redevables aux Algériens parce que Bouteflika avait activé tout un réseau en France pour que le vote algérien puisse aider François Hollande à gagner la bataille contre Nicolas Sarkozy. De deux, on sait très bien qu'aujourd'hui il y a un véritable marchandage. Alger est en train de marchander avec les socialistes. Alors dit, moi le soutien du vote algérien dans les prochaines élections, il doit être monnayé, je dois avoir des contreparties, etc. Alain Juppé, il a été accueilli avec faste ici à Alger. Donc il y a un jeu qui se fait entre les socialistes français et les dirigeants algériens. Et les dirigeants algériens, ils ont une grosse appétit. Ils disent que la Chine aujourd'hui, elle est en train de prendre le marché algérien. La Chine nous donne des crédits, nous donne des milliards. La France, donc si elle veut rester encore chez nous en Algérie, si elle veut jouer encore un important, elle doit nous accorder des privilèges. Mais Abdo Sammar, pourquoi, même si on reste encore en dehors du sujet, pourquoi ces gens-là auraient-ils piégé la France alors qu'ils ont toute leur fortune en France, qu'ils blanchissent leur argent en France, qu'ils ont des lobbies, des réseaux qu'ils payent avec l'argent des Algériens pour faire du lobbying en faveur du clan Bouteflika en France, et puis Abdo Sammar, et surtout, des sources très sérieuses disent que ce qui a mis les autorités algériennes, le régime algérien en boule, c'est qu'on les avait assurés que le photographe et le caméraman, le photographe de l'AFP et le caméraman de France 2, ne prendraient pas des photos en plan large. Ils ne zoomeraient pas sur le président, mais prendraient des photos de loin, comme fait habituellement le NTV et les chaînes de télévision qui sont admises à filmer. Quand ils sont partis d'Alger, l'assurance a été donnée qu'il n'y a pas eu de photos en plan large. C'est ça. Pour avoir enquêté sur le sujet, je n'ai trouvé aucune source fiable qui m'a dit qu'il y a eu un engagement français concernant ces plans larges. Il faut savoir que dès qu'elle a pris les photos, elle les a mis sur le fil AFP et ces photos-là ont circulé rapidement dans toutes les rédactions, etc. Il n'y a aucune preuve. D'ailleurs, c'est arrivé une fois ou deux. Quand le protocole de la présidence voit que la caméra elle est trop proche ou le photographe il se rapproche, il peut l'empêcher. Ils auraient pu leur dire allez-y, ne le prenez pas. Mais on peut ne pas rapprocher la caméra et prendre un zoom. On peut zoomer tout en restant loin. Hein, non, mais c'est possible. En tout cas, de mon côté, je n'ai pas une preuve ou une source fiable qui dit que les autorités algériennes avaient exigé au préalable un certain nombre de photos. Si les Algériens voulaient réellement, si à la présidence d'Al-Mouradia, on voulait réellement contrôler l'image, ils n'auraient pas agréé l'AFP et France Télévisions. La chose aurait été plus simple. Mais agréer un photographe et un caméraman et après leur exiger certains plans, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et puis, sincèrement, Jamel, on a tous vu M. Bouteflika comment il était. Le dernier des raisonnables, le dernier des conseillers raisonnables, le dernier des conseillers, même s'il n'a fait aucune école de communication, il leur dira, vous savez pas. À mon avis, on se trompe de débat, on a instrumentalisé politiquement la santé de Bouteflika pour arracher à la France des compromis. Pour arracher. Et d'ailleurs, cette convention, la formation, elle est sortie juste après la visite de Manuel Valls. Donc moi, je m'interroge sincèrement, est-ce que les dirigeants... Il y a un souci avec le téléphone. Donc, Abdo Sammar a été coupé. Il a été coupé. On nous coupe nos invités maintenant qui viennent chez nous. À défaut de les dissuader de venir chez nous, on les coupe. Mais sinon, merci Abdo Sammar. Je rappelle que M. Sellel, que M. Yahya a dit que c'est pas bien d'avoir pris la photo d'un monsieur qui n'était pas sous son meilleur jour. Et c'est ce bon mot
d'un représentant du FLN sur France 24 qui a dit non, 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 le président n'avait pas dormi la veille, c'est tout. Sinon, j'accueille à présent Saleh Debbouz. Merci d'être avec nous, maître Saleh Debbouz. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, Saleh Debbouz, qu'est-ce que vous pensez de cet accord signé dans la plus grande discrétion? Ça n'a pas filtré, mais alors pas du tout. Ils l'ont fait en catimini, en cachette, honteusement, en s'en cachant et en ordonnant à toute la presse de ne pas en parler. Du moins la presse sur laquelle ils ont un certain contrôle. Eh bien, tout simplement, quand on a des choses à cacher, c'est qu'on doit avoir honte de ce qu'on fait et on ne veut pas que ça se découvre. Maintenant, comme le pouvoir en Algérie et même le gouvernement français ont choisi de traiter de questions qui intéressent peut-être théoriquement le peuple algérien et le peuple français, mais beaucoup plus le peuple algérien, en toute opacité et sans fuite d'informations, on est dans l'obligation maintenant d'aller dans les analyses et d'aller dans les suppositions. La seule source peut-être aujourd'hui entre nos mains, c'est l'article du journal Le Figaro qui dit que voilà, Paris, Alger et son homologue français ont signé un accord en cachette qui dit que il faudrait réaménager les accords de 1962 pour permettre à la justice algérienne aux gens poursuivis en France d'être informés ici sur place dès que l'affaire est déclenchée en France, et peut-être même, parce qu'on s'inspire d'un accord signé entre le Maroc et la France, peut-être même aller vers une disposition qui dit que s'il y a une poursuite en France, l'affaire peut être transférée et jugée en Algérie. Et ça c'est le piège. Si cette disposition... C'est-à-dire, Saleh Debbouz, c'est-à-dire quelqu'un qui porte plainte contre un général, par exemple, qui a été l'auteur d'un enlèvement, de torture, d'exécution sommaire, avec preuve à l'appui. Donc on porte plainte contre lui en France. Les Français peuvent décider, oui, d'accord, mais on va le faire juger en Algérie par la justice algérienne qui est sous le contrôle de ce même général. Ce n'est pas à écarter, parce que cette disposition se trouve dans l'accord entre la France et le Maroc. Et on sait, d'après cet article du Figaro, que le pouvoir en Algérie s'est inspiré de cet accord pour faire des arrangements de l'accord signé en 62. Donc moi, je n'écarte pas cette éventualité. Et sachant ce qu'est la justice en Algérie, moi, je vais tout simplement résumer la situation en Algérie, la justice qui subissait des pressions jusqu'à, je dirais moi, l'ère Bouteflika d'en haut. Maintenant, je peux dire qu'elle subit aussi des pressions d'en bas. Ça veut dire quoi? Moi, il m'est donné d'observer que c'est dans certains dossiers, c'est carrément les services de police qui orientent la justice. Et donc, les juges qui sont devenus des simples fonctionnaires, parfois sous l'ordre de certains policiers, acceptent de fabriquer des dossiers de justice selon les orientations des services de police. Donc pour moi, ça veut dire que la pression vient aussi d'en bas. Alors une justice qui subit de la pression d'en haut et d'en bas, je ne vois pas comment elle peut fonctionner et je pense que c'est un outil tout à fait maniable entre les mains de maintenant certaines personnes. Rappelez-vous l'affaire des avocats d'Oran. On avait dénoncé à l'époque que la justice à Oran était sous contrôle du bâtonnier d'Oran et rien n'a été fait pour démentir ce que nous avions déclaré. Saleh Debbouz, j'aimerais que vous nous expliquiez quelque chose d'assez subtil, j'allais dire. Bon, cet accord prévoit donc de convoquer le Parlement français pour procéder à une véritable révision de la convention bilatérale et donc changer certaines dispositions pour protéger les dirigeants algériens du peuple algérien. Le problème est que, comme toute convention bilatérale, normalement, c'est discuté des deux côtés
de la Méditerranée par les deux pays et par les deux parlements. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va être le cas ou ça va être seulement discuté par le Parlement français? Écoutez, ça peut ne pas être discuté par le Parlement algérien. Normalement, théoriquement, ça devrait être scandaleux, mais je n'écarte pas cette éventualité, mais théoriquement, cet accord ne peut être, c'est-à-dire ne peut produire son effet en Algérie que s'il passe dans le Parlement et que s'il est adopté par les deux chambres du Parlement et publié dans le journal officiel. Et de toute façon, tout le monde sait très bien que le Parlement, c'est devenu une chambre d'enregistrement et les députés exécutent aux ordres qui parviennent du centre de décision. Je ne vais même pas dire du gouvernement, parce qu'il y a un centre de décision caché qui se manifeste parfois par les paroles que prononce ou Yeshia, ou Saadani, ou Sillal, ou quelqu'un d'autre. Parfois, ça peut être même un chanteur, comme Cheb Mami, par exemple, qui nous disait des actions du président. C'était le seul qui était autorisé à nous donner cette information. Qui a décidé de ça? On ne le sait pas. Un centre de décision qu'on ne connaît pas. Donc, cette chambre d'enregistrement et d'approuvement peut être convoquée et pour valider ça comme le pouvoir en place qui sont passés. Puis, je ne pense pas que, malgré qu'on pourrait crier au scandale, je ne pense pas que ça peut déranger. Mais Salah Debbouze, est-ce que curieusement, alors qu'en ce moment, j'allais dire les décideurs, entre guillemets, des années 90-2000, ceux qui ont provoqué l'hécatombe qu'on sait, 250 000 morts, et tout le cortège de malheurs qu'ils ont provoqué, qui ne sont plus au pouvoir aujourd'hui, ou alors qui sont à sa périphérie de la périphérie, et les dirigeants d'aujourd'hui, l'oligarchie et ses clientèles, et le régime, et la fratrie Bouteflika, finalement, maintenant, pour cette fois-ci, ils se retrouvent frères, copains, coquins. Ils sont concernés par les mêmes dispositions, puisque ces dispositions, elles changent en France, elles vont autant protéger les criminels contre l'humanité, les criminels de guerre, ceux qui ont tué des gens, ceux qui ont commis des carnages, ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, que protéger les actuelles compagnies d'Ali Baba qui sont en train de dépecer les pays, de voler des milliards et des milliards de dollars. Donc les deux clans, pour une fois, ils vont bénéficier de mêmes dispositions aussi favorables pour les uns que pour les autres. Écoutez, moi je pense que s'il y a un adage très connu qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, ici chez nous, le pouvoir pratique plutôt un autre adage qui pouvait être, qu'on peut peut-être maintenant mettre en place, c'est le pouvoir en Algérie ne change jamais une équipe qui perd. Si vous perdez, c'est en ce moment-là qu'il faudrait que vous soyez maintenu. Avant d'aller à cet accord signé en France, l'équipe actuelle qui est arrivée en 99 a tout fait pour mettre en place une loi qui protège et qui donne une immunité totale à tous les gens qui étaient responsables de la décennie noire et qui punit toute personne qui voudrait parler de cette période-là. Donc ça, c'est une immunité totale interne. Est-ce que vous pensez que tout le cinéma et tous les scénarios qui sont venus après pour nous dire que telle personne qui était responsable derrière s'était relevée de ses fonctions parce qu'il y a eu un désaccord entre elle et telle autre personne qui gouverne ou qui dirige l'Algérie, toutes ces histoires-là, ce n'est que de la mise en scène puisqu'il y a un accord de principe de protection de toute l'équipe qui était en place et qui est venu, et puis il y a eu un glissement, un changement personnel qui a pris peut-être une dizaine ou une dizaine d'années pour changer le personnel qui
biologiquement ne pouvaient plus assurer les fonctions, en maintenant quelques-unes qui peut-être ne sont plus, ou peut-être ne sont pas le centre, ne constituent pas le centre de décision. Ça ne dérange pas que, par exemple, on ait un président sur un fauteuil roulant qui ne peut même pas s'exprimer parce que c'est pas lui qui prend les décisions et c'est pas lui qui contrôle le pouvoir en Algérie. Donc c'est pas grave, d'autant plus qu'il assure un certain équilibre de clan. Maintenant, il y a juste une chose. Moi, je pense que le pouvoir qui peut insulter officiellement la France et supplier les Français discrètement d'offrir une protection, très large protection, aux personnes qui sont certainement incriminables parce qu'ils n'auraient pas peur de n'importe quelle justice. Ce pouvoir-là, je ne pense pas qu'il puisse obtenir des accords de cette nature gratuitement. Il doit payer quelque chose. Et ce qui est certain, c'est que personne ne peut payer ça, mais c'est le peuple qui va le payer. Ce sont les richesses de l'Algérie qui vont servir de prix à obtenir des accords de ce genre qui vont couvrir des personnes qui n'arrêtent pas de commettre. Restez avec nous, Salah Dabbous. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour vous poser une question très importante. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et je reçois Sami Dziri. Merci d'être avec nous. Sami. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Sami Dziri. Oui, bonsoir à vos invités ainsi qu'aux téléspectateurs d'Al Magharibia. Merci. Sami Dziri, est-ce cela, cette coopération judiciaire dont on nous rebat les oreilles tout le temps entre la France et l'Algérie, qui accouche d'une telle scélératesse qui consiste et qui vise à protéger des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité, des pillards, des gens qui se sont livrés à une véritable prédation économique sur un pays en déshérence. Est-ce cela, la coopération judiciaire? D'abord, Jamaldine, il faut situer les choses dans leur contexte. Le journal qui a divulgué l'information est Le Figaro. Il l'a divulgué le même jour. Le même jour, il y a Sarkozy dans une conférence sur les questions stratégiques. Et vous avez mentionné un extrait, juste un extrait de son intervention. Mais j'aurais bien aimé que les téléspectateurs d'Al Magharibia aient le début de son intervention quand il a enfoncé le Maroc, il a enfoncé l'Algérie. Et en disant que porte de l'Europe, voilà, il y a une menace, en porte de l'Europe, il y a une menace du côté méditerranéen. Nous pouvons nous appuyer sur un grand roi en lui souhaitant longue vie. Et après, parler, je ne dirai rien de mes amis algériens parce que je sais que la question est sensible, et ainsi de suite. Que les téléspectateurs ont vu. Donc, ce qui dit aussi le Figaro, il parle de traité de 28 août 1962. En fait, ce n'est pas un traité, c'est un accord. Et dans cet accord, il est global parce qu'il y a des conventions, il y a des protocoles, il y a des accords. Et il y a un volet qui s'appelle la coopération, le protocole judiciaire. Mais moi, sincèrement, Jamaldine, je ne me suis pas étonné parce que durant le mois d'avril, il y a une trentaine d'accords et protocoles d'accords qui ont été signés. Notamment, entre autres, 7 accords judiciaires. Mais il y a des accords encore plus pernicieux. Par exemple, la coopération audiovisuelle, si ça vous intéresse, chez Al Magharibia. Il y avait un projet de mettre en place une télévision franco-algérienne, dirigée ici par les Français en France. Il n'y a que l'argent qui vient d'Algérie. Donc, il y a aussi un accord sur l'éducation qui est très, très pernicieux, qui va toucher à la dignité des Algériens, notamment à l'identité, et ainsi de suite. Il y a un autre accord sur un accord culturel. Concernant cet accord judiciaire, juste une parenthèse, Sami Dziri, vous soulevez là des questions très intéressantes. Nous vous contacterons pour la suite pour essayer
de voir si on peut en faire des émissions. Mais je vous laisse poursuivre. Oui, concernant l'accord judiciaire, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule normalement l'objectif qu'il ne le dit pas, ni le journal le Figaro, ni autre, c'est de faire sauter le verrou du secret d'instruction. C'est-à-dire, dès qu'une information judiciaire est enclenchée, la justice va demander à l'action publique d'enquêter. À ce moment-là, l'action publique, c'est-à-dire le parquet, qui dépend d'un gouvernement, lui, il va aviser l'autre gouvernement. Et donc, dans cet accord, moi, je ne suis pas d'accord avec votre premier intervenant quand il dit c'est une immunité. Moi, je ne pense pas qu'il s'agit d'une immunité, puisque la France a signé le protocole de New York de 1984, qui procure à la justice française une compétence universelle. C'est-à-dire, elle peut poursuivre des criminels de guerre. Elle peut poursuivre des criminels, des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. Et que notamment, par exemple, la Belgique, l'Angleterre, et ainsi de suite. Le verrou du secret d'instruction est sauté. Ça permet aux prévenants de quitter le territoire, ou de ne pas venir sur ce territoire, ou d'aller dans un pays où il n'y a pas d'accord d'extradition. Mais les mécanismes restent les mêmes. C'est-à-dire, demain, s'il y a une plainte déposée contre un baron du régime, il n'a pas l'immunité. Parce que la compétence universelle de la justice française s'appliquera, quel que soit le cas de figure. Mais le problème, c'est que la protection, il s'agit d'un protocole de protection et de préservation de la personne pour qu'il ne vienne pas sur le territoire. Voilà. Ça veut dire que ce sont des chicanes qu'ils mettent en place pour compliquer l'action judiciaire, l'empêcher d'aboutir et protéger en fait la personne contre laquelle une plainte a été posée, soit pour détournement de biens publics, soit pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc. Oui, pourquoi la France seulement? Ils n'ont pas négocié avec d'autres pays. Tout simplement parce que la France est la base arrière de toutes leurs affaires, mais aussi la France, ce qui est très important, c'est 54% de la diaspora algérienne en dehors d'Algérie vit en France. Elle vit en France, donc il y a un potentiel énorme. Il suffit qu'il y ait une dynamique enclenchée. Et puis voilà, maintenant, concernant les Français, n'oubliez pas qu'on prend par exemple un cas similaire avec le Maroc qui a été signé en 2015, l'année dernière. En 2015, pareil, c'est le même schéma, c'est copie conforme, ce qui a été signé avec le Maroc a été signé avec l'Algérie. Cependant, le Parlement français n'a pas approuvé l'accord avec le Maroc. Et le Maroc, il l'a fait approuver par un Conseil des ministres, pas par un Parlement. Et je pense que les Algériens feront de même. Ils vont l'approuver par un Conseil des ministres. Et le Parlement français, on verra, il ne va pas accepter. Et concernant la logique dans laquelle est évolué cet accord, moi je ne suis pas d'accord pour dire que, comme il a dit votre premier intervenant, moi, je dirais qu'il y a un désaccord total entre la gauche française et les barons du régime algérien. Surtout à l'approche de 2017. Parce que, bon, ça va être trop serré. Et on a vu ça ne donne vraiment pas l'impression, Samit Zeri, quand un François Hollande se déplace lui-même à Alger pour nous dire que Bouteflika se porte très bien. Un Valls, un Hérault, un Fabius, tout le monde vient nous jurer, ces grands dieux, que Bouteflika se porte très bien, qu'il est très à l'acre. Je ne vois pas en quoi il y a un désaccord. Le désaccord n'est pas apparent, c'est normal. Tous les désaccords ne sont pas apparents, surtout quand il s'agit des affaires d'État. Mais là, en l'occurrence, l'État français procède à une prise d'otage d'un homme, d'un grand malade, qui est pris en otage par une mafiocratie, et les politiciens français arrivent sur leur grand dada pour nous jurer non, il n'est pas pris en otage, c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige, c'est lui qui nomme, c'est lui qui dégomme. Je l'ai dit il y a quelques mois sur votre plateau que la relation, moi sincèrement, ça a touché beaucoup de mes compatriotes, mais je suis désolé, la vérité est amère. C'est que la relation entre la France et l'Algérie s'assimile plus à la relation entre Sarkozy et Mme Bittencourt parce qu'il y a un abus de faiblesse. Il y a un abus de faiblesse, l'Algérie n'est pas à son état.
je ne parle pas du président, je parle de l'État algérien. Quand je compare qu'en 1982, l'État français a mis en place un timbre en honneur des harkis, l'État algérien de l'époque n'avait pas les milliards qu'on a aujourd'hui, a protesté et il a dit qu'aucun timbre ne rentrera en Algérie. Et la France a retiré ce timbre. Vous voyez le rapport de force. Restez avec nous, Samir Ziri. Il nous reste Houssine Djidel à recevoir et il ne reste plus beaucoup de temps. Houssine Djidel, anthropologue et analyste politique, merci d'être avec nous, Houssine. Merci Jamel Din pour l'invitation. Un grand bonjour à tous les invités et tous les spectateurs. Alors, Houssine, est-ce que, comme vient de le préciser Samir Ziri, cet accord donc ne dispense aucune immunité aux gens sur lesquels pourraient peser des affaires, mais j'ai juste une protection qui leur assure, protection relative. Ça veut dire les avertir avant qu'ils ne viennent en France, leur demander de prendre leurs dispositions, peut-être même leur laisser le temps de faire pression sur les plaignants, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Samir Ziri. Je pense qu'il y a des raisons juridiques et politiques qui disent que la France ne pourra jamais accorder aux dirigeants algériens de l'impunité. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords signés par la France dans le cadre international qui oblige l'État français à faire le nécessaire judiciairement quand il s'agit des crimes contre l'humanité, quand il s'agit de la torture, quand il s'agit de détournement de biens et que le tribunal a jugé l'action irrecevable. Donc ça rentre aussi dans l'accord international de la lutte contre la corruption. Donc, il n'offre aucune utilité. La seule chose, c'est que les Français, sous la pression des Algériens... Mais Samir Ziri a dit la même chose. Hein. Il a dit que cet accord n'offre aucune immunité. Hein. C'est bien ce qu'il a dit. N'offre aucune immunité. Et par contre, il y a juste une question. Si on se réfère au texte de Figaro, l'accord se porte sur des situations bien précises. Donc, d'accord, cette situation concerne particulièrement les situations dans lesquelles les procédures sont engagées par un État pour des faits commis sur le territoire et à l'encontre des ressortissants de l'autre État. Ça veut dire, ça peut se porter sur l'affaire des douanes et sur l'affaire des assassinats, tels que l'assassinat de Halim Sidi sur le territoire français. Ils vont trouver un accord pour aboutir à une solution qui peut à la fois ne pas compromettre l'État algérien et à la fois ne pas satisfaire d'une manière les familles des victimes. Moi, je veux dire autre chose. Est-ce que l'État algérien, tel que vous, les interlocuteurs, ont écrit, il est un État faible, Houssine Djidel, continuez à parler et on va vous appeler en même temps au téléphone. Vous allez prendre le téléphone et nous parler parce qu'on vous entend, mais on ne vous entend pas très bien. Mais continuez à vous exprimer, je vous en prie. Alors je dis que le pouvoir algérien, il est tellement faible qu'il ne pourra en aucun cas imposer aux Français, malgré les intérêts entre les deux pays. Il faut bien savoir que les dirigeants algériens se trouvent à travers cet accord, il faut attendre les termes de cet accord, se trouvent encore plus affaiblis, encore entre les mains de l'État français. Et cela, c'est une façon subtile de faire des pressions sur ces dirigeants qui livrent l'Algérie à tout va. Ça sonne chez vous, Houssine, ça sonne. Le temps que vous preniez le téléphone, je vais vous poser une question précise. Est-ce que cet accord est ce qui va être changé par le Parlement français, si le Parlement français approuve ce genre de disposition? Est-ce que les responsables algériens qui ont commis des actes criminels sur le sol français vont être protégés de la même manière et jouir des mêmes dispositions? Je donne un exemple. Ça veut dire les gens, par exemple, qui étaient derrière
les attentats de 1995, je crois, du métro parisien, du RER. Est-ce que si demain il y a une plainte posée contre eux et qu'ils sont identifiés, est-ce que ces dispositions vont les protéger de la même manière que pour les crimes qu'ils ont commis en Algérie? Jamais, jamais. Là, vous demandez aux Français d'abandonner leur souveraineté, d'abandonner leurs citoyens. Mais ça, jamais. Si jusqu'aujourd'hui, les attentats de Saint-Michel et de Port-Royal qui sont attribués au service de renseignement algérien n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires, la procédure elle est en cours. Ça veut dire un avancement judiciaire, c'est pour des raisons uniquement stratégiques liées à la justice française. Mais en aucun cas, ces crimes ne s'effacent. Ce sont des crimes imprescriptibles. Il n'y a pas de prescription en matière de crimes contre l'humanité et en matière de guerre. Oui, mais il n'y a pas de prescription en matière de crimes contre l'humanité, mais on a l'impression qu'il y a deux vitesses là. Quand il s'agit de crimes commis contre les Algériens en Algérie, là on apporte des dispositions pour essayer de sauver le soldat Ryan. Et quand il s'agit de citoyens français qui ont été la cible de ces attentats terroristes conduits par les mêmes commanditaires, là, c'est imprescriptible et il n'est pas question de négocier avec des criminels et tout. Ça fait un peu mal avouer. Vous savez bien mieux que moi qu'il s'agit de rapport de force. Les Français protègent tant qu'ils peuvent leurs ressortissants. Les Algériens ne sont plus protégés par personne. Ils sont persécutés à l'intérieur de l'Algérie comme à l'extérieur de l'Algérie. Moi, j'ai dit les Algériens, ce sont les éternels orphelins. Les éternels orphelins jusqu'à aujourd'hui. Donc, si la France se comporte ainsi, c'est la logique, comme disait tout à l'heure Sami Ziri, c'est la logique de rapport de force. Quand on aura un pouvoir algérien qui est issu de la volonté du peuple, qui respecte son peuple, et il pourra demander aux Français d'être traités de manière égale avec les Français. Mais nous avons un pouvoir qui existe grâce à la France. Grâce à la France, c'est un pouvoir qui est prêt à livrer toute l'Algérie. Si cela pourra aider ces gens-là à rester dans le pouvoir. Hussein Jidel, d'abord je vous demanderai de mettre à zéro le son de votre Skype parce qu'il y a un retour. Ensuite, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait courir les barons algériens? Pourquoi ont-ils fait tant de pression sur l'État français pour obtenir de tels accords? Qu'est-ce qui leur fait peur? Ils s'apprêtent à fuir, à se réfugier en France, ils ont peur pour leur fortune en France, ils ont peur d'être interpellés pour des crimes qu'ils ont commis, d'après vous? Écoutez, moi je pense que c'est plutôt autre chose. Mettez le Skype à zéro, s'il vous plaît, le son. Le son, il y a un retour. Attendez, je vais le mettre. Oh là là. D'accord, très bien. Alors, je pense, moi, qu'il y a de tout dans tout cela. Donc, prenez le téléphone, Hussein Jidel, prenez le téléphone. On ne sait pas qui sera au pouvoir. On ne sait pas quelle sera l'Algérie de demain. Mais il y a aussi autre chose. Ces gens-là, ils veulent être tranquilles dans leur... Hussein Jidel, je reviens à vous dans un petit moment, il y a un petit souci. Je reviens à Salah Dabouz pour une question, je demanderai une réponse très brève. Salah Dabouz, même question que je viens de poser à Hussein Jidel. Pourquoi, qu'est-ce qui fait courir ces barons du régime de la décennie rouge et ceux de maintenant? De quoi ils ont peur? Qu'est-ce qui les fait courir? Moi, je pense que quand on a des choses à se reprocher,
quand on fait des acquis mal acquis, quand on commet des crimes, on ne peut jamais être tranquille. Vous pouvez chercher toutes les garanties, entre guillemets, que vous pouvez obtenir par des textes, mais vous êtes toujours... vous savez toujours qu'il y a un risque. N'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment pour remettre en cause tout. Et vous cherchez encore plus de garanties. Alors donc, ils ne vont pas arrêter de courir pour se couvrir. J'allais dire, même après la mort, c'est-à-dire il y aura des gens qui vont pourquoi en essayer de France couvrir, seulement les crimes. Pourquoi en France seulement? Ils vont tous se réfugier en France ou quoi? Écoutez, en France, peut-être qu'il y a, en France, il y a plus de risques parce qu'on m'a dit notre ami tout à l'heure que toute la diaspora algérienne est en France, tous leurs biens sont en France, et puis peut-être que c'est de là où ils reçoivent les ordres. Et donc c'est à partir du même endroit où ils reçoivent des ordres qu'ils cherchent une protection. Tout le monde sait que l'avis de la France sur les questions de l'Algérie, c'est un avis très très important. Et souvenez-vous, pendant la campagne électorale, quand Bouteflika s'était plaint à un dirigeant, je ne sais pas si c'était un dirigeant français, mais c'était un dirigeant étranger, d'un autre candidat, pour lui dire, écoutez, l'autre candidat me fait peur. En effet. Alors, merci Salah Dabouz, je suis obligé de vous interrompre. Sami Dzili, très brièvement, je vous pose la même question. Qu'est-ce qui les fait courir? Pourquoi ont-ils tellement peur? De quoi ont-ils peur? Et est-ce qu'ils comptent tous se réfugier en France si ça tourne mal? Écoutez, je crois que Montesquieu disait que quand les intérêts politiques entrent dans un tribunal, la justice en sort. Mais le jour où il y aura un régime légitime en Algérie, la justice, elle va s'appliquer. Pourquoi le régime algérien a peur, tellement peur, parce que bon, il y a eu ce qu'on appelle le précédent marocain. Les Marocains ont négocié en 2015 le même protocole d'accord pour l'immunité, le jour où un juge d'instruction a convoqué un général qui était ici en France. Et donc, les Marocains ont rompu immédiatement la coopération judiciaire. Ça est revenu petit à petit, et ainsi de suite. Les Marocains ont leurs affaires aussi à Banbarka. Et nous aussi, nous avons des affaires. Nous avons des affaires comme celle de l'assassinat de Khidr. C'est des truands. C'est des truands connus dans le milieu du grand banditisme français. En France, c'est des Algériens. Alim Sili. Ali Missili en 87, oui, avec Farid Amalou, qui a été exfiltré. Qui a été exfiltré par Pasqua, qui a été exfiltré par le ministre de l'Intérieur. C'est dire cette coopération de l'État français avec la mafiocratie algérienne. Le cas Alim Sili et l'affaire Amalou est significatif de ce qui se passe derrière. Bien sûr, il a été expulsé. C'est le seul criminel qui a été expulsé en première classe. Il était en première classe. Il est parti en Algérie en première classe. En première classe, en effet. Bref, c'est pas ça. Mais le problème, c'est des rapports de force et la raison d'État. On a évoqué la raison d'État. Le problème, c'est que demain, si le rapport de force change, les Français, c'est les premiers, je dirais bien les premiers qui vont livrer cette mafia à la justice algérienne. J'espère qu'ils vont vous entendre là. J'espère qu'ils vont vous entendre et en tirer les leçons. Merci. L'histoire, elle parle, Jamaldine. L'histoire, elle parle. Oui. La France, elle l'a fait déjà, l'exfiltration. Elle l'a fait récemment avec Ben Ali. Le gendre de Ben Ali, il a été arrêté en France. On a affrété un avion. Il est parti du Bourget vers le Canada. Et l'autre famille, elle est partie en Argentine. Et donc, ça s'est fait. On va les exfiltrer vers des pays où il n'y a pas d'accord d'extradition. Mais par contre, l'argent, il est resté en France. Et c'est géré par des banques françaises. Donc, voilà. Vous voyez les intérêts, comment ils évoluent. Merci Sami Dzili. Je suis obligé de vous interrompre, il ne reste plus beaucoup de temps. Nous revenons à Hussein Jidel pour donc le permettre de poursuivre ce qu'il disait et de clore l'émission. Je vous en prie, Hussein Jidel. Écoutez, Jamaldine, moi je voulais dire qu'il y a peut-être derrière les pressions exercées par les Algériens contre les Français pour aboutir à un tel accord, des informations acquises
ici en France qu'il y a beaucoup de procédures en cours concernant plusieurs dirigeants algériens, notamment les dirigeants qui sont soupçonnés, voire de détournement de biens, tels que Bouchouareb, tels que Sherif Rahmani, et tels que d'autres dirigeants, et beaucoup de mouvements dans le diaspora algérien commencent à poser la question: comment se fait-il que les 4 millions d'Algériens en France n'ont pas pu traduire un seul responsable algérien devant la justice, alors qu'une poignée de Congolais et de Gabonais ont réussi à geler les biens d'un des chefs de leur chef d'État. Et le Gabon et le Congo, ce n'est pas rien. C'est 2 pays très très riches en pétrole, très très riches en naturel, mais la raison d'État évoquée tout à l'heure, comme c'était le cas dans les années 90 avec Pasqua, ce n'est plus le cas. Certes, elle persiste, mais l'école Pasqua, l'école Jox et tout ça n'est plus en France. C'est uniquement les rapports de force. C'est uniquement les rapports de force, et la justice française, quelles que soient les insuffisances, reste toujours une justice indépendante. Et la preuve, c'est que à l'encontre des intérêts des Français, 2 chefs d'État ont été traduits et leurs biens ont été saisis, et d'autres vont suivre. Et donc, moi je pense que seule l'action des Algériens ici en France envers les responsables criminels ou voleurs peut obliger les Français et la justice française à bouger. Moi j'en ai parlé avec beaucoup de responsables, des avocats, etc. Ils disent on peut pas, tant que les Algériens n'ont pas bougé, on peut rien faire. Voilà, donc la balle est dans le camp des Algériens établis en France. Merci beaucoup, Hussein Djedel, merci sur cette phrase ô combien significative. Je vous remercie, Hussein Djedel, comme je remercie Salah Dabouz, Hussein Sami Dzili et Abdou Sammar. Je conclurai par rappeler qu'à un certain moment, le même Sarkozy que nous voyions tout à l'heure parlait de colonialisme positif. Puis le même a parlé à un certain moment de discrimination positive, soi-disant pour aider les gens d'origine étrangère à accéder parce qu'ils n'ont pas de mérite intrinsèque et personnel. Il fallait les discriminer de façon positive. Puis le jour est venu où maintenant nous nous acheminons vers quelque chose de très bizarre qui s'appelle de l'injustice positive. Merci. Qawala khair. Slama.